Bienvenue à la série d'apprentissage virtuel du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Je m'appelle Guillaume, Guillaume Kofi précisément. En plus de donner quelques informations d'usage au nom du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, je serai modérateur de cette session aujourd'hui. Veuillez noter que cette session se déroule en français. La session en anglais a déjà pris fin. Merci encore. Je voudrais entamer en soulignant que je suis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe et j'encourage toutes les participantes et tous les participants à reconnaître aussi le territoire sur lequel il ou elle se retrouve présentement aussi. La session d'aujourd'hui est un panel intitulé Demandez-nous ce que vous voulez. À ce stade, nous devions avoir répondu à toutes vos questions. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous les poser. Justement, c'est pour cela aussi que nous avons initié et nous avons actuellement cette session. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez poser vos questions en utilisant les fonctions Q&A, questions-réponses, dans la langue officielle de votre choix. Si une question a été déjà posée et que vous l'aimez, vous voudriez que cette question soit posée, vous n'avez qu'à cliquer sur le pouce en l'air, thumbs up. Aussi, ben, vous pourriez aussi passer en revue les questions. Donc, il ne suffit pas, on n'encourage pas à ce que vous répétiez les questions. Donc, passez en revue et Q&A, comme cela, on va maximiser le temps. Merci. On vous recommande, on vous suggère de ne pas communiquer de renseignements, d'informations personnelles ou protégées. Posez des questions aussi générales que possible afin que l'ensemble des participantes et des participants puissent en bénéficier amplement. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans le courant de la journée. Comme je le disais tantôt, je vais assurer la modération et en tant que modérateur de ce jour, je me présenterai comme suit. La modération, ben moi, Guillaume, tout ce qui est comme littérature, langue ou communication, j'aime tout cela. Donc, je suis un passionné de tout ce qui touche à ces différents niveaux-là. Pour parler uniquement de l'Université d'Ottawa, j'ai fait des baccalauréats et le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'était la maîtrise en éducation avec une concentration en politique éducative leadership. Il y a 1 an et demi que j'ai commencé à la fonction publique et il y a maintenant 1 an que je suis ici au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. J'aime beaucoup le travail que je fais. Je soutiens l'équipe de communication et bien sûr, je fais des tâches un peu transversales et puis des tâches connexes. Ben, qu'est-ce que je fais lorsque je ne fais pas tout ça? Je m'amuse bien, je prends du bon temps, j'aime faire du sport et puis je suis animateur radio à mon temps perdu. Et puis aussi, cela depuis 19 ans et demi, je dirais, mais de façon discontinue, quoi. Aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Canada ici. Merci encore. Et puis, nous allons poursuivre. Mais avant de commencer et de vous présenter nos panélistes, nous avons quelques questions de sondage rapide. Il ne s'agit pas de textes. Ce n'est donc pas un test. Sentez-vous libre de participer à ce sondage-là. Donc, est-ce que le sondage est là? OK. Le sondage, c'est demandez-nous ce que... Avez-vous assisté aux 3 précédentes sessions de demandez-nous ce que vous voulez? Oui, non. The polling, please. Polling questions. Voilà. Donc, avez-vous assisté aux 3 précédentes sessions? Demandez-nous ce que vous voulez. Oui, non. J'ai l'intention de regarder les enregistrements plus tard. Êtes-vous inscrit au camp de carrière 2024? Oui, je le fais en ce moment. Je n'ai pas besoin d'aide pour ma carrière ou quelques-uns. Allez, nous attendons vos réactions. Veuillez donc choisir les options qui vous concernent. C'est juste des questions de sondage. Il n'y a pas d'évaluation ici, hein. Nous sommes là pour vous soutenir.
Je n'ai pas encore. OK, les réponses sont là maintenant. Donc, avez-vous assisté aux trois précédentes sessions? Demandez-nous ce que vous voulez. De 25% pour le oui, non, 75%. Wow, c'est vraiment élevé. C'est pour cela aussi nous allons vous soutenir aujourd'hui efficacement, je l'espère. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Êtes-vous inscrit ou inscrite au camp de carrière 2024? Oui, 50%, la moitié, c'est déjà bon. Je le fais en ce moment, 25% et quelques-uns, non, 13%. OK, en ce qui concerne les sessions précédentes, demandez-nous ce que vous voulez. La session d'aujourd'hui va vous aider donc à répondre aux questions auxquelles peut-être on n'y a pas répondu ou on n'a même pas touché à cela. Pas du tout. C'est vraiment, allez-y, posez les questions en utilisant les fonctions Q&A. Merci de votre participation. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir, justement pour soutenir cette session d'aujourd'hui, des panélistes chevronnés. Nous allons commencer par la première personne, c'est Joshua Frame. Je vais lire en quelques mots ce qui s'affiche. Joshua a commencé sa carrière dans la fonction publique à Ottawa au sein de l'Agence du revenu du Canada et a occupé des rôles de gestion de projets, de budgétisation et de renouvellement des services au cours des 10 dernières années. Il est devenu le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux en novembre 2016 et a façonné le réseau des jeunes fonctionnaires, le RFJ, pour qu'il soit un moteur de l'innovation, de l'engagement régional et du développement des carrières. En mars 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, Joshua a aidé à lancer la série d'apprentissage virtuel du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et a reçu le prix d'excellence en innovation de l'École de la fonction publique du Canada pour ce projet. Bravo, bravo à toi encore, Josh, pour le grand travail que tu as bas. Et moi qui ai commencé il y a quelques mois, je dirais environ 1 an maintenant, au réseau, je suis convaincu et je vois cela aussi. On va passer à la deuxième personne panéliste, une autre experte, Loa Lombala. Loa est une femme noire francophone titulaire d'un baccalauréat en administration publique de l'Université d'Ottawa. Nous avons fréquenté la même université. Loa est actuellement conseillère principale en matière de diversité et inclusion à la Commission de la fonction publique. Outre son travail dans le secteur public, Loa est également membre du conseil d'administration de l'Institut de l'administration publique. Avant d'occuper son poste à la Commission de la fonction publique, Loa était chef d'équipe au sein de l'une des unités de recrutement, d'emploi et développement social Canada. Elle a également été élue membre du comité exécutif du réseau des minorités visibles de Emploi Développement Social Canada, représentant la région de la capitale nationale. En tant que cadre ou membre exécutif du réseau des minorités visibles, Loa a participé à la conduite de consultations avec diverses directions du ministère, dont le Collège de Emploi Développement Social Canada, le secrétariat de l'avenir du travail et le bureau de la dirigeante principale des données du Canada. Merci encore, Loa, d'être des nôtres. Aujourd'hui, nous allons boucler la boucle de la présentation des panélistes avec la suivante. Maude, je crois, est-ce qu'on peut afficher? Voilà, Maude Laporte-Roy. Maude est conseillère de planification et de politique auprès du directeur général de la direction de la politique en matière de durabilité à Environnement et Changement climatique Canada. Avant de se joindre à ECCCC, Maude a été agente libre pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, voilà. Ce qui lui a permis d'occuper 5 postes au sein de 5 ministères dans différentes sphères, incluant l'audit et l'évaluation, la communication et l'engagement et la gestion de projets.
Dans les dernières années, Maud s'est beaucoup impliqué auprès du réseau de jeunes professionnels de la fonction publique, incluant le réseau des leaders émergents de la Commission de la fonction publique et le réseau des jeunes professionnels de la région de la capitale nationale. Maud détient une maîtrise en sciences de la communication et un baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique de l'Université de Montréal. Ainsi donc, présenter toutes les personnes, toutes nos expertes qui sont ici déjà et qui vont répondre à toutes vos questions. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je rappelle que vous devriez poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. Sentez-vous libre. Et les sessions passées déjà, nous avons eu une session sur les plans d'apprentissage et les accords de rendement, la dotation et les ressources humaines, le réseautage et les communautés GC. Hormis ces trois thèmes dont nous avons déjà discuté, si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas. Les expertes sont là. L'expert est là. Donc, nous attendons vos questions. Là, je vais aller dans... Je pense qu'il y a une question que j'ai reçue, mais la personne s'est trompée là. Utilisez la fonction Q&A et puis posez vos questions. Posez vos questions, n'hésitez pas. Là, j'ai une question, la personne s'est trompée pour m'envoyer. J'ai reçu une question ici à mon niveau. On dit quoi? Quelle est la meilleure décision professionnelle que vous ayez prise? Quelle est la meilleure décision professionnelle que vous ayez jamais prise? Voilà, que vous ayez jamais prise. Est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Merci. Je pourrais Qui voudrait commencer. commencer? Noah? Ouais, Je pense que la meilleure décision professionnelle que j'ai prise, c'est quand je me suis présentée durant les élections pour devenir représentante des minorités visibles à ESDC. Ça m'a permis de pouvoir aller développer des talents que j'avais pas vraiment considérés. Puis aussi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus davantage sur une organisation qui est extrêmement large. Donc, ESDC, c'est un très grand ministère et dont il y a différents types d'employés à travers l'organisation. Donc, ceux qui travaillent directement avec les Canadiens, puis ceux qui travaillent en arrière-plan sur les politiques et de comprendre que leur défi étant minorité visible peut être différent. Basé sur le fait que ils ont des compétences qui doivent répondre qui sont différentes, mais aussi que les défis reliés à l'avancement de carrière, des fois en tant que minorité visible, peut être plus difficile pour certains groupes de travail que d'autres groupes. Donc je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Puis en tout cas, ça m'a beaucoup appris et je pourrais refaire ça encore une troisième, une quatrième fois. ça me plaît là. Tu pourrais faire ça une troisième, quatrième fois. Ça, vraiment, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir sur cette question? En tout cas, merci à toi, Loa. Quelle est la meilleure décision professionnelle que vous ayez jamais prise? Oui, certainement. Alors, pour moi, c'est de m'impliquer sur le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. C'est ça. Je l'ai fait au niveau régional au début avec le réseau des figure leaders de l'Ontario. Et Ouais. puis, ça a changé mon trajet pour mon carrière pour être une personne qui, avec une spécialisation dans l'apprentissage au lieu de mon carrière à cette date qui était avec un priorité pour la gestion et je ne savais pas cette plan avec mon carrière en 2013. J'étais un gestionnaire, mais je pense que impliqué dans le réseau, ça a ouvert mes yeux à toutes les possibilités dans le gouvernement du Canada. Mhm. Merci beaucoup. Merci, Josh. Et puis, moi, je ne sais pas si, Maud, on peut faire le tour, hein? Peut-être parce que il y a des personnes qui hésitent encore à poser des questions. Donc, on a un peu le temps encore. Maud, si tu voudrais répondre à la même question.
Vas-y. C'est une question difficile parce que quand j'y pense, j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de bonnes décisions dans ma carrière. Donc, d'aller à la meilleure, c'est un peu plus difficile. Mais je dirais que ma meilleure décision a été d'entrer dans le programme des agents libres quand je l'ai fait et d'en sortir quand je l'ai fait aussi. Pour moi, c'était une opportunité d'essayer plein de choses, puis d'essayer plein de ministères différents. Puis je pense que j'ai vraiment euh, mis à contribution toutes les possibilités que j'avais liées à ce programme-là. Et puis quand je suis sortie, c'était parce que j'étais prête à une promotion que j'ai obtenue assez rapidement en quittant le programme. Donc, je pense que avoir fait partie du programme des agents libres pour le temps où j'en ai fait partie, puis au moment où j'ai décidé de le faire, a vraiment été une excellente décision dans mon cas. Ouais, merci beaucoup, Maud. Et puis, je vais rebondir sur ce que tu as dit aussi, parce qu'on a lu ta bio brièvement. Tu as parlé des 5 ministères et 5 postes différents. Peut-être aussi que tu pourrais revenir sur certains aspects pour faire comprendre aussi à certaines personnes qui sont ici de ne pas voir cela peut-être un peu négativement, hein, mais de voir le côté positif aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu voudrais partager quelque chose. Absolument. Ben, puis même avant d'être agente libre, c'était un peu la façon dont je gérais ma carrière. C'est-à-dire que je pense que l'important, c'est d'être honnête par rapport à ça. Puis j'ai jamais eu de rétroaction négative là, liée à mes changements de poste, justement parce que quand j'arrivais dans un poste, moi, je le disais, je suis en début de carrière, je suis ambitieuse, je veux me développer. Et donc, j'ai vraiment envie d'apprendre ce poste-là et d'y contribuer au meilleur que je peux, mais sachez que mon but, c'est d'évoluer dans la fonction publique. Et donc, je pense qu'en étant honnête par rapport à ça, les gens savaient à quoi s'attendre. Puis par rapport au programme d'agent libre, bien évidemment, tu sais, souvent c'est des contrats, donc ils ont besoin de gens momentanés. Donc par exemple, j'ai été à Santé Canada, j'ai travaillé en communication sur la COVID-19, j'ai été là 5 mois, mais comme vous pouvez l'imaginer, eh bien à ce moment-là, on avait besoin de beaucoup de personnes en communication, mais sachant que la pandémie allait pas durer pour toujours, ça prenait des gens qui allaient être là seulement pour un certain temps, et puis après ça, donc il y avait pas nécessairement de poste permanent dans ces équipes-là. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se sont constituées, par exemple, avec la pandémie, mais pour d'autres raisons aussi, et qui ont besoin de gens de façon momentanée. J'ai aussi travaillé sur un événement international, Impact 5, pour le ministère Pêche et Océan. Et encore une fois, ben, un coup que l'événement est livré, ben, il n'y a plus nécessairement lieu d'avoir des gens qui continuent dans ces équipes-là. Donc, je pense que d'avoir cette flexibilité-là, puis cette adaptabilité-là, d'aller là où il y a des besoins, ben moi, ça m'a permis de me développer beaucoup et d'apprendre beaucoup et d'essayer plein de choses. Mais je pense qu'aussi, il y a un bénéfice pour la fonction publique d'avoir des gens qui peuvent être rapidement déployés pour des besoins momentanés. Mhm. Merci beaucoup, Maud. Merci à chacun et à chacune. Et il y a une question déjà, une autre question toute différente là. On veut savoir, la personne veut savoir combien d'années de service faut-il pour devenir un dirigeant ou un leader? Est-ce qu'il y a un nombre d'années défini, même s'il y a, je sais pas. Loa voudrait répondre à ça. Oui, vas-y. Je pense que pour devenir un leader, je pense pas qu'il y a un nombre d'années spécifique. Je pense que c'est de savoir et de comprendre c'est quoi un leader. Parce que, il y a même pas de position spécifique qui fait d'un leader un leader. Je prends en considération, je pense à des réseaux d'employés qui ont créé des changements qui, euh, peu importe leur niveau, ont poussé l'organisation à voir les choses autrement. Pour moi, ça, c'est du leadership. Donc, c'est pas vraiment une question de temps, c'est pas vraiment une question de position, mais c'est une question de savoir comment maximiser ses compétences, maximiser ses talents pour pouvoir amener un changement positif à l'intérieur de l'organisation à travers le Canada. Et pour faire ça, ben, ça peut prendre du temps de développer ces talents et savoir comment est-ce que je peux créer de l'influence, comment je peux créer du changement, comment je peux amener les gens à voir le changement qu'on peut faire ensemble. Donc, c'est plus une question de développer ses propres talents que de se dire que je vais arriver ici et c'est ça qui va me faire de moi un leader, selon moi. Bon. Et quand tu parles de développement de compétences, par exemple, comment est-ce que ça devrait se faire? Ça, c'est une sous-question que moi, je te pose parce que je me comporte aussi comme quelqu'un, voilà, qui est dans le public aussi. Et puis, je suis tout nouveau aussi.
même si j'ai une expérience aussi. Voilà. Donc, comment est-ce que ce développement-là se fait? Est-ce que c'est selon les postes on entrevoit ou bien c'est selon le besoin de l'équipe, par exemple, dans laquelle on est présentement? C'est quoi ça? Vas-y. Je pense que on peut faire ça de deux façons. Moi, ce que OK. j'aime bien faire, ce que j'aime bien recommander aux gens, c'est, par exemple, disons que tu es EC2 ou bien IS2 et que tu voudrais devenir IS3, 4. Tu vas déjà regarder c'est quoi qu'on voit sur les posters en ligne, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on cherche, comment on définit complexité. Et là, tu regardes ce que toi tu fais. Et là, tu regardes comment est-ce que tu peux t'amener à augmenter soit les recommandations, le travail que tu fais pour que ça puisse démontrer un nouveau niveau de complexité. Comment est-ce que tu peux avoir cette conversation aussi avec ton gestionnaire? Demander, ben, regarde, je voudrais, est-ce qu'on pourrait augmenter la complexité de mon travail ou bien qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à un nouveau niveau du travail que je fais ou bien de la façon que je contribue dans l'équipe. Je pense que si on parle de ce développement de carrière spécifiquement, je recommande aux gens de faire ça de cette façon-là. Et puis si c'est juste sans vraiment avoir une position sur une position qu'on voudrait faire, mais là, à ce moment-là, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je peux aller sur le site de l'École de la fonction publique? Quel cours que je devrais faire pour être capable de mieux comprendre ce que je ne vois pas? Parce que c'est vraiment des fois, on fait un travail, mais le travail est beaucoup plus grand. Ben, comment je fais pour ouvrir mes horizons par rapport au dossier sur lequel je travaille? Donc, aller sur le site de l'école, trouver des cours qui sont peut-être en lien, puis des fois des cours qui ne sont pas nécessairement directement en lien avec ton projet, mais qui peut t'aider à développer les compétences sur la gestion de projet, sur l'écriture. Donc, ça, c'est des façons qu'on peut aussi penser à se développer. OK, merci beaucoup. Je pense que Maud veut renchérir. Allez, vas-y, notre experte aussi, hein, parce qu'on a trois personnes expertes. Donc, vas-y, merci Laura. Maud, vas-y. Absolument, je vais faire écho à ce que Laura a dit. Je suis d'accord à 100% avec tout ce qu'elle a dit. Mhm. Pour faire la nuance, je pense qu'il y a une différence entre un leader et un dirigeant. Je pense que pour être un leader, on n'a pas besoin d'années d'expérience, on a besoin de compétences. Je dirais que pour être dirigeant, c'est pratique d'avoir une expérience parce que ça permet de mieux comprendre ce que les gens sous nous font. Je pense pas qu'il y ait un nombre d'années d'expérience, mais je suis d'accord avec Laura. Il y a des compétences que ça prend pour être un dirigeant et la façon d'atteindre ce niveau-là, eh bien, c'est de voir quel genre de compétences on a et quel genre de compétences on doit développer. Je pense peut-être pas tout le monde autour de la table, mais je pense que la plupart des fonctionnaires ont déjà eu des mauvais gestionnaires, ou en fait, la plupart des employés, peu importe fonction publique ou pas, ont eu de mauvais gestionnaires, de mauvais dirigeants. Puis je pense que ça nous a tous donné le goût de ne pas arriver au point où on est dirigeant et qu'on fait ce genre de choses-là qui nous ont déplu comme employés. Donc, je pense qu'il y a certainement une valeur à l'expérience, mais je pense pas que c'est lié au niveau de nombre d'années d'expérience. Je pense que c'est lié au niveau de compétences des gens. Puis, il y a certainement certaines compétences qui sont essentielles, la gestion des priorités. Il y a certaines compétences aussi, là, des soft skills qu'on appelle, là, donc des compétences humaines, par exemple d'empathie, qui sont extrêmement importantes pour les dirigeants. Euh, donc voilà. Merci à toi, Maud. Je pense que on a suffisamment de temps et moi, je vais renchérir et puis je vais continuer. On va rester sur ce volet-là. Et quand j'ai lu la bio de Josh, il a eu plusieurs expériences en gestion, tout cela. Peut-être qu'il y a quelque chose à nous raconter concernant aussi cette question, cette belle question-là. Est-ce que Josh voudrait nous partager quelque chose, peut-être une anecdote, quelque chose? Vas-y. Oui, oui, certainement. Alors, je peux dire que je pense que c'est les comportements, c'est qu'est-ce que tu fais qui va démontrer si tu es un leader ou non. Alors, ça n'a rien à faire pour moi avec le nombre d'années que tu es dans la fonction publique. C'est qu'est-ce que tu fais dans tes rôles? Est-ce que tu aides les autres employés? Est-ce que tu les développes? Ou est-ce que tu fais ton travail, c'est tout? Alors, je pense qu'on a des problèmes et j'ai des problèmes quand on a les personnes qui disent comme, OK, je suis prêt pour une poste en gestion. Mais je dis, OK, mais les comportements que je veux voir, je ne vois pas. Tu n'aides pas les autres employés, Ouais, tu ouais, fais je tes vois. tâches, c'est bon, mais tu ne fais rien de surprise. Tu Ouais. n'aides pas les autres personnes.
Tu n'aides pas avec les décisions qu'on prend comme une équipe. Et puis, comme si c'est les comportements que tu as, c'est bon, t'es une bonne employée, mais pour moi, tu ne démontres pas que tu peux être un leader. Alors, c'est la première journée d'un poste, tu peux être un leader ou um, tu peux prendre ton retrait et que tu n'as pas démontré que tu es un leader pour une journée de ton carrière en entière. Alors, ça vraiment dépend, je pense. Ah ouais, merci. On va rester avec Josh. Et puis, la question qui vient, hormis la compétence, le nombre d'années, qu'est-ce qui fait qu'un candidat peut se démarquer lors d'un processus d'embauche? Il y a quoi d'autre, en plus de ce qu'on a dit là? Oui, alors je pense qu'il y a des choses qui sont comme assez simples, comme répondre à le gestionnaire ou quoi que ce soit, avoir comme les réponses à leurs questions. Alors, s'ils demandent comme est-ce que tu es intéressé dans ce poste et tu attends pour une semaine et puis tu dis oh mais je sais pas. Je pense pas que ça donne une impression positive. Mais je pense que si t'es assez vite à répondre à les questions, si tu sais l'organisation un peu, comme tu sais qu'est-ce qu'il fait, et c'est quoi le but de l'organisation. Ça, c'est positif. Et je pense que tu démontres que tu es la personne qui est comme la solution à le problème du gestionnaire. Tu es la personne qui va apporter des valeurs à l'équipe, n'importe quelle valeur est-ce que c'est, mais tu peux apporter une valeur positive à l'équipe. Et pour moi, j'ai dit dans la séance en anglais, c'est important pour moi si tu as un peu d'une présence sur les médias sociaux. Et je pense que Loa avait le point opposé, comme si tu travailles, disons, comme une agence prêt pour 6 ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu n'es pas sur les médias sociaux. Mais pour moi, c'est important comme si je vois ton nom, c'est assez unique. Tu vis en Vancouver et c'est un nom assez unique et je ne peux pas vous trouver. C'est un peu d'un signal peut-être que disons, comme si c'était pour un poste en communication ou travailler sur les médias sociaux. C'est un peu négatif si tu n'utilises pas les médias sociaux ou les façons de communiquer toi-même. Mais je pense que aussi, ça démontre que peut-être tu pourrais les utiliser mieux. Tu pourrais avoir un peu comme un brand et puis de démontrer un peu comme c'est qui toi, la personne. Um, Plus de votre information sur votre CV. Mhm. Merci beaucoup, Josh. Et puis, Maud, toi qui as eu plusieurs ministères, plusieurs postes, qu'est-ce qui a été ta force? Sans toutefois limiter la réponse à quelque chose de personnel, mais je voudrais que tu partes de ce que tu as eu comme expérience et tu nous réponds de façon générale, si ce n'est pas trop te demander. Ouais, ben c'est sûr que dans mon expérience de plusieurs ministères, de plusieurs postes, j'étais de l'autre côté du processus, c'est-à-dire comme candidate. Donc peut-être que les personnes qui m'ont embauchée pourraient mieux répondre. Je pense que Ah, personnellement, ce que les gens apprécient chez moi, particulièrement dans les entrevues, parce que évidemment, j'ai pas fait beaucoup de processus formels lorsque j'étais à Agent Libre, c'était plutôt des processus informels. Donc, deux choses qui faisaient que je me démarquais, c'est que j'avais un réseau et un réseau qui me donnait de très bonnes références. Et l'autre chose, c'est, je crois que c'est mon enthousiasme et mon énergie. Quand j'ai envie d'avoir un poste, je le démontre. Donc, quand je vais à une entrevue, je démontre que j'ai envie d'avoir ce poste. Je fais les recherches nécessaires pour, comme le disait Josh, montrer ma connaissance du ministère ou des dossiers. C'est pas obligé d'avoir une connaissance absolue, là. Personne s'attend à ce que vous connaissiez si bien les dossiers avant que vous arriviez en poste, mais au moins que vous ayez une idée de, OK, ben, qui est cette équipe et ce sur quoi elle travaille, un minimum. Même chose pour les ministères. Il y a plein de ressources en ligne que vous pouvez utiliser pour ça. Vous pouvez aller voir les plans ministériels, vous pouvez aller voir les lettres de
mandat. Donc, c'est autant d'indices qui vous donnent une idée sur les mandats des ministères. Puis après, pour les équipes, ben, c'est sûr que quand vous êtes à l'interne, vous avez accès à l'intranet où vous pouvez aller valider, mais après, il y a d'autres recherches en ligne que vous pouvez faire par rapport à ces équipes-là. Donc, pour moi, oui, je crois que l'enthousiasme et l'énergie, c'est certainement un plus de démontrer qu'on veut faire partie de l'équipe. Et aussi, je crois, l'authenticité et l'honnêteté, pour moi, jouent beaucoup en ma faveur. C'est-à-dire que je fais pas semblant d'avoir des connaissances que je n'ai pas. Je suis très honnête par rapport à ça. J'ai dit, ça, je dois l'apprendre. Par contre, là où je suis honnête aussi, c'est de dire que j'ai la capacité d'apprendre rapidement certaines tâches. Et en contrepartie, ben voici ce que j'amène à la table, même si certaines tâches, je ne connais pas comment les faire encore. Donc, je pense que l'honnêteté, l'authenticité, c'est aussi très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui vont prendre le pari de vous embaucher, même si vous dites que vous n'avez pas une compétence X dans une entrevue, en étant capable de démontrer qu'est-ce que vous avez d'autre qui va être un attractif pour eux. Donc, je connais pas le processus de ça. Par contre, je suis capable d'effectuer telle tâche et je crois que ça démontre ma capacité à apprendre ce genre de tâches-là. Évidemment, ça s'applique pour les entrevues, pour les processus formels. Je vous invite à pas postuler si vous répondez pas exactement aux critères parce que vous savez que vous allez pas passer la présélection. Mais je pense que là où on prend des décisions, c'est rendu aux étapes des entrevues et c'est comme ça que je pense qu'on peut se démarquer. Wow, se démarquer, ça, j'aime ça aussi. Se démarquer, avoir un très bon réseau, montrer ses connaissances à connaissance, l'authenticité, l'honnêteté. Et la question qui suit là, je vais la poser directement à Loa. Est-ce que quand, par exemple, on parle de montrer qu'on a un très bon réseau, est-ce que ce réseau-là pourrait nous aider à avoir un parrain, par exemple? Autrement dit, comment puis-je obtenir un parrain? Quelqu'un qui me connaît, qui me fera connaître aussi à son cercle de connaissances. Ben, je pense que pour obtenir un parrain déjà, c'est d'être capable de développer des relations avec les gens, des relations qui ne sont pas nécessairement sur le concept de bonjour, vous êtes monsieur et vous êtes madame, vous travaillez dans ce poste, moi je voudrais que vous, vous me supportez, mais c'est d'être capable de démontrer à la personne à qui vous voulez développer cette relation, comment est-ce que vous aussi vous pouvez contribuer. Parce que pour qu'une personne prenne le courage de vous endorser, d'aller dire votre nom, la personne doit être capable de dire qu'il a été témoin de ce que vous avez accompli, de démontrer que vous êtes capable d'accomplir certaines choses à cause de ce qu'il a vu à travers votre relation. Donc, c'est lorsqu'on développe des relations avec des collègues et avec des personnes qui sont plus seniors en termes de développement de carrière, c'est de s'assurer qu'on expose notre capacité et aussi d'aller chercher l'information de voici ce que je sais faire, voici où est-ce que je voudrais me rendre. Est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là. Et juste en en développant ce genre de conversation, de relation, ben là, à ce moment-là, la personne, elle est capable de avoir l'espoir en vous, puis de se dire que je vais aller mettre ton nom parce que je sais que tu vas être capable d'atteindre ces objectifs-là. Et faut jamais oublier que lorsqu'une personne accepte d'être votre parrain, cette personne aussi, c'est sa réputation, c'est son branding qu'elle utilise pour vous amener quelque part. Donc, il y a une forme de redevance qu'on doit et on doit être conscient de cette opportunité que cette personne nous donne. C'est pas seulement parce que la personne est gestionnaire ou la personne est directeur que cette personne doit le faire. C'est beaucoup plus que ça. Si Wow. je peux Oui, ajouter à oui, ça, vas-y. Vas-y. je suis tout à fait d'accord avec Loa, ça prend des relations à plus long terme. Si ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui va partager votre CV, c'est très bien, mais approcher quelqu'un pour avoir un emploi sans avoir de relation ou de lui demander certains conseils, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Ce que je vous conseille, c'est qu'au sein même de votre équipe, vous avez un gestionnaire, vous avez un directeur, vous avez un DG. Vous pouvez absolument écrire à votre directeur ou à votre DG, dire j'aimerais ça avoir une rencontre informelle de 30 minutes, en apprendre plus sur votre rôle. Puis, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Donc, leur demander de parler d'eux, c'est toujours winner. Les gens vont dire oui. C'est toujours gagnant, je devrais dire. Les gens vont dire oui. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Essayez de vous limiter dans le temps, là. Je veux dire, un DG, ça peut nécessairement 1 heure pour des discussions informelles, mais une petite marge de 15 minutes, un petit 20 minutes dans son bureau, petit café, ça se fait très bien. Donc, vous pouvez déjà aller chercher au sein de votre équipe puis de votre cercle actuel
Puis après ça, ben, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à plus long terme, peut-être à faire passer votre CV, à voir vos compétences, à vouloir vous aider dans votre avancement de carrière. Donc ça, c'est une façon de le faire. Vous pouvez aussi trouver des mentors sont pas exactement la même chose, mais qui vont pouvoir vous aider à développer vos compétences. Donc, je pense que d'essayer d'aller vers des gens avec qui vous êtes déjà connectés, c'est une excellente façon de le faire. La deuxième chose, c'est que là, malheureusement, ça vient de se terminer, mais vous avez dans le cadre de la campagne de charité en milieu de travail, par exemple, Méga Connex, qui est un événement où vous pouvez en donnant à la campagne de charité, avoir du temps avec des sous-ministres adjoints, des DG. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré le sous-ministre de la Commission de la fonction publique. J'ai misé sur un lunch avec lui. J'ai eu un lunch de 2 heures en tête-à-tête avec le sous-ministre de la Commission de la fonction publique, ce qui m'a après permis d'avoir un 30 minutes avec la sous-ministre adjointe pour laquelle je travaillais, ce qui m'a ensuite permis d'avoir le rôle de leader au niveau du réseau des jeunes professionnels de la Commission de la fonction publique, évidemment en postulant et en démontrant mes capacités, mais ça m'a permis d'avoir accès à 2 autres séances de mentorat avec ce sous-ministre-là. Donc, c'est une excellente façon, surtout si vous voulez avoir accès à des gens de très haut niveau, de le faire parce qu'ils sont très occupés et ne peuvent pas dire oui à tout le monde au sein du ministère, malheureusement, mais c'est une belle occasion de le faire. Merci Maud, merci Loa. Justement, je vais rester avec Maud et puis la question suivante. Quand tu inities et que tu vas à ces rencontres informelles là, est-ce que cela te permettrait par exemple aussi de dire aisément à ces personnes, je fais partie d'un bassin? Est-ce que par exemple aussi c'est aisé ou quelles sont les stratégies que tu pourrais utiliser pour parler et à ton gestionnaire et à ces personnes-là que ben, tu fais partie d'un bassin par exemple? Je pense que si vous demandez une rencontre informelle avec quelqu'un, particulièrement si c'est quelqu'un de haut niveau, donc je dirais DG en montant, c'est un peu particulier d'arriver avec cette idée-là. Ce serait peut-être pas, si la conversation vous amène là, absolument faites-le. Sinon, on dirait un peu que vous veniez vous têter une job, puis ça perd un peu de la valeur. Par contre, si vous faites partie d'un bassin, moi je vous invite à faire, vous pouvez soit faire des contacts par courriel. Donc, vous envoyez votre CV, vous dites, je fais partie de tel bassin, est-ce que vous cherchez quelqu'un? Voici ce que j'ai à offrir, voici ce que je recherche. Donc, ça, des courriels, ça se transfère extrêmement facilement. Vous pouvez l'envoyer à l'ensemble de votre réseau. Vous pouvez l'envoyer à votre gestionnaire, à votre directeur. Après, je vous dirais, tu sais, comme, donnez-leur quand même une petite notice, là, que vous cherchez quelque chose à ce niveau-là. À moins que vous soyez dans un climat toxique, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, c'est comme ça que je le ferais. C'est que j'enverrais mon intérêt par courriel avec mon CV en démontrant ce que je peux amener à une équipe puis ce que je recherche. Et puis comme ça, ben ton réseau va t'aider. Moi, je suis toujours partante pour partager des CV parce qu'on cherche des gens un peu partout. Puis ça me fait plaisir d'aider à faciliter les rencontres de talents. Donc, Merci beaucoup. Josh, qui a toute une expérience diverse aussi en gestion, en embauche. Est-ce que Josh a reçu comme ça des courriels, a reçu des personnes qui lui ont dit, par exemple, Josh, je suis dans un bassin? Allez, Oui, dis-nous un peu, certainement. Josh. Et je dirais comme, oui, c'est votre approche qui peut changer. Alors, si tu l'envoies à des personnes que tu connais, c'est une chose, mais si tu approches des personnes que tu ne connais pas et que tu ne connais pas comme leur organisation, comme je disais auparavant, et puis tu n'as pas mis un effort pour comme diriger un message vers, disons moi, comme une gestionnaire d'embauche. Alors, si c'est juste envoyé à 200 personnes qui ont le titre de gestionnaire ou directeur et ce n'est pas comme personnalisé. Tu n'as pas mis beaucoup d'efforts dans cette courriel. Et pour moi, comme une gestionnaire d'embauche, ça va être assez rare que je vois un CV de cette façon et que j'ai une action que je prends au lieu de juste enlever cette courriel. Alors, mais si quelqu'un m'envoie une courriel et dit, OK, on est connecté sur LinkedIn et je pense que le travail que le réseau des jeunes fonctionnaires fait, c'est très intéressant. Est-ce que je peux savoir plus? Je pense que peut-être
une organisation que je vais travailler avec dans mon carrière, j'aurai une conversation avec cette personne. J'aurai une réunion vers Teams ou quoi que ce soit. Mais pour la personne qui a envoyé le CV à 500 personnes, ils n'ont pas mis beaucoup d'efforts dans cette action et je ne vais pas mettre aucun effort dans mon réaction. Ah oui, il faut être intelligent, il faut les envoyer dans des courriels séparés quand même et personnalisés. Je suis d'accord avec toi, Josh, là-dessus. Autre chose à laquelle j'ai pas pensé, c'est qu'il y a aussi les Merci. groupes Facebook, hein. Donc, ça aussi, c'est une bonne façon, si vous êtes dans un bassin, de dire je cherche tel niveau et je suis dans un bassin. Mhm. Oui, j'ai remarqué que, voilà, il y a plusieurs personnes, hein, plusieurs employés qui disent, j'ai lu quelques, comment on dit ça, quelques commentaires là. Il y a quelqu'un qui disait sur une page comme ça d'embauche Facebook là que la personne disait qu'elle a remarqué que de plus en plus de gestionnaires vont là-bas pour, bon, piquer, piocher, pour sélectionner, et puis voilà. Moi-même, j'ai dû utiliser ça aussi, hein, je ne vous cache pas. Donc, ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'un gestionnaire peut empêcher un employé, euh, bon, je vais lire directement la question. Mon gestionnaire peut-il m'empêcher d'accepter un détachement ou une affectation? Mon gestionnaire peut-il m'empêcher d'accepter un détachement ou une affectation? Oui, Loa. Oui, la réponse est simple, elle est oui. Le gestionnaire peut accepter peut décider de ne pas vous laisser aller en détachement en affection. Vous pouvez accepter, mais vous allez juste pas vous y rendre. Donc, la raison pour laquelle, c'est que des fois, ce qui arrive, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi le gestionnaire ne va pas vous laisser partir. Soit le gestionnaire a besoin de vous absolument, l'équipe est restreinte en termes de ressources. Donc, vous perdre, c'est perdre une ressource. Ça peut être aussi parce que si vous perdez, il ne peut pas vous remplacer. Donc, des fois, vous pouvez partir, mais quelqu'un d'autre va vous remplacer. Donc, des fois, ce n'est pas vraiment le gestionnaire qui ne veut pas vous laisser partir, c'est qu'il ne peut pas vous laisser partir, ou la gestionnaire, je voudrais dire aussi. Puis, c'est la seule fois que le gestionnaire n'a aucune décision à prendre, c'est lorsque c'est j'allais dire un deployment. En français, j'ai oublié le mot. Quand on part de façon permanente dans un autre ministère. Donc, si vous recevez une lettre Une mutation. une mutation, voilà. Merci beaucoup, Maud. Donc, pour une mutation, c'est là à ce moment-là que votre gestionnaire ne peut pas vous empêcher de quitter. C'est ça. Voilà. Merci à toi, Noah. Est-ce que quelqu'un d'autre, Maud et Josh, voudrait rebondir là-dessus? OK, OK. Je vois une question ici qui a reçu aussi des votes. Combien de temps devrais-je rester dans un même poste? Je pense que Peut-être moi. OK, ça OK, dépend. Ça dépend OK, ça entièrement. dépend. Oui, oui. OK. Mais pour moi, comme une gestionnaire d'embauche, si tu as beaucoup de postes qui sont comme 3 à 6 mois ou moins d'un an, ça c'est comme un red flag. Alors, ce n'est pas un signe positif. Sauf si c'est le type de travail que tu fais. Alors, on a un collègue qui a fait des podcasts pour plusieurs ministères et pour comme 3 ans, 4 ans, il a changé de ministère pour faire ce type de projet avec chaque ministère. Ça, ce n'est pas un signe négatif, ça c'est assez positif que beaucoup de ministères voulaient lui embaucher pour faire ce type de travail. Mais si tu changes de travail constamment, et aussi si vous n'avez pas de référence de ton gestionnaire de chaque emploi ou si tu dis, ben, ne parle pas à cette personne, parle à cette personne, c'est des signes négatifs, certainement. OK. Merci beaucoup. Et il nous reste, voilà, une seule question à laquelle on va répondre et puis on va se dire au revoir si vous le permettez. Il y a une question aussi qui a reçu un vote. Est-ce qu'on peut obtenir de la rétroaction après un processus formel non réussi? Par exemple, entrer dans un bassin préqualifié? Si oui, comment? Maud? C'est tout à fait possible si vous êtes déjà fonctionnaire, si vous participez à un processus formel, donc les gens doivent vous donner une rétroaction informelle. Si vous le demandez, vous écrivez simplement à la personne responsable du processus et vous pouvez obtenir cette rétroaction informelle-là. Je vous encourage vivement à le faire. C'est pas toujours utile parce que
les gens sont plus ou moins bavards selon les processus, mais étant donné que vous y avez droit, ça peut vous aider à vous améliorer pour les prochains processus. Merci à toi. Merci pour la réponse à cette dernière question, Maud. Merci, Loa. Merci, Josh. Je pense que nous allons nous arrêter ici aujourd'hui concernant cette session spéciale, les experts, expertes aussi, l'expert et les expertes. Merci à chacune. Merci à toi, Josh. Et puis voilà. Les participants qui sont déjà là, nous allons mettre fin maintenant à cette session. Et puis, je vais vous dire merci de vos réponses qui, justement, nous ont aidés. Et puis voilà, je pense que ça va aider toutes les personnes qui ont participé ici. Merci. Nous avons une dernière question à poser. C'est une toute petite question. Les résultats de ce sondage ne seront pas communiqués. La question, cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps? Donc, à vous de répondre oui, non, je ne sais pas. Merci en tout cas, merci à chacune et à chacun, merci à nos panélistes et puis voilà. N'oubliez pas, je rappelle que le camp de carrière 2024 n'est plus qu'à quelques semaines. J'ai envie de dire quelques petites semaines. Oui, c'est ça, quelques petites semaines. Une fois de plus, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux organise cet événement grandiose de façon virtuelle. Ça sera en janvier. Assurez-vous donc de l'ajouter à votre plan d'apprentissage et de vous inscrire. C'est à vous de le faire. Ne ratez aucune séance. Vous pouvez aussi faire des choix, soit une session, deux sessions. Le choix vous revient. Allez-y donc, inscrivez-vous. Merci encore. Et puis, on va se dire quoi? Avant de vous laisser, n'oubliez pas que cette session est enregistrée. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Aussi, toutes les ressources auxquelles nous avons fait allusion ou tout cela, vous pourrez les voir sur la page wiki du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Ça a été un plaisir, hein? Et puis moi, j'ai beaucoup appris. Merci encore. Et puis, on va se dire quoi? En janvier, là, oui, pendant le camp de carrière. Bye bye. Au revoir tout le monde.